Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, on a vécu plein d'événements ces derniers temps et il y a beaucoup de gens qui parlent du grand reset, d'accord, qui nous disent ça y est, ça a été voulu, c'est quelque chose qui était déjà décidé à l'avance et on est en train de vivre un basculement, un changement de régime et ça se fait sous nos yeux. Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Je vais revenir d'abord sur l'assassinat de l'ancien premier ministre japonais. Donc c'est quelqu'un qui était quand même assez populaire, c'est également un homme politique qui est resté, c'est l'un des hommes, des premiers ministres qui a le plus duré le plus longtemps au Japon et il avait une excellente réputation. Alors, au-delà de son assassinat par un ancien militaire, c'est cet assassinat a eu lieu au Japon. Le Japon, c'est pas un pays où c'est pas les États-Unis, d'accord? C'est pas un pays où il y a, beaucoup d'utilisation d'armes à feu et cetera. C'est un pays qui est plutôt paisible, c'est un pays sécurisé, c'est un pays même qui attire énormément de gens parce que, il y a une zénitude, il y a, voilà, les Japonais sont très polis, très gentils et cetera et là, on a quand même un événement qui choque le monde entier, c'est l'ancien premier ministre, japonais qui est assassiné pendant qu'il donnait un speech et moi, la réflexion, c'est: est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un changement de régime au niveau mondial? Est-ce que c'est pas le début d'un mouvement beaucoup plus profond qui ne s'arrête pas au Japon, d'accord? Mais qui s'étend à la planète entière? Est-ce que les anciennes démocraties, donc les démocraties, ce sont généralement des pays qui sont riches, donc ce sont les anciennes puissances et les nouvelles puissances économiques, bon, les États-Unis, l'Europe, le Japon, d'accord? Et voilà. Et est-ce que parce que le Japon est voilà, c'est un pays riche, c'était à un certain moment la deuxième puissance économique, de la planète. À un certain moment, ils étaient même sur le point de dépasser les États-Unis. On a eu ce que l'on appelle le miracle japonais dans les années 80. Mais tous ces pays, ont un système démocratique. Or, ce système est aujourd'hui à bout de souffle. Et donc est-ce que finalement, ce système ne va pas disparaître pour laisser la place à un autre système? Est-ce que ces puissances économiques, ne sont pas à bout de souffle et finalement vont céder la place à de nouvelles puissances économiques? Et non, est-ce qu'on est en train d'assister un changement de la donne au niveau mondial. Et c'est ce qu'a dit Poutine, hein, récemment, durant le Forum économique de Saint-Pétersbourg. Il a parlé de ça. Il a dit: «Bon, voilà, les anciennes puissances et cetera, elles nous ont emmerdés pendant des années. Maintenant, c'est un changement». Alors bien sûr, il défend, son beefsteak, mais derrière, il y a une réalité également. Alors Poutine n'aurait jamais osé faire ça, avant, d'accord? Aujourd'hui, il l'a fait. Ça ne veut pas dire qu'il va sortir gagnant, hein. Je J'ai l'impression qu'il y a déjà des gens, ils se disent: «Ça y est, la Russie», non, 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 c'est beaucoup plus complexe que ça et ça peut durer, plusieurs années. Mais Poutine n'aurait jamais osé le faire, il y a 10 ans, il y a 20 ans, d'accord? Mais aujourd'hui, clairement, on a un changement, au niveau mondial, de l'économie mondiale, des puissances en présence, notamment avec l'émergence de la Chine, il faut le dire, de l'Inde, du Brésil et de nouvelles puissances et de l'Afrique également qui à terme va devenir, puissante, même si aujourd'hui beaucoup de gens, sous-estiment l'Afrique, mais voilà, il faut voir que ce qui se passe en Afrique, l'Afrique aujourd'hui est très critiquée parce que bon, voilà, il y a ce fantasme selon lequel, l'Afrique, voilà, va mettre du temps à se développer ou que c'est impossible ou et moi, je n'y crois pas. Je pense que, ça va être vraiment le continent d'avenir. J'y crois et je pense que ça va être dur, qu'il y aura beaucoup de mais ça va pas se faire du jour au lendemain, mais la croissance dans certains pays est très forte. Clairement, il y a une nécessité de changement de gouvernance, une nécessité également, voilà, d'innovation et cetera, mais il y a des et puis bien évidemment, la sécurité alimentaire. La sécurité également au niveau des ressources essentielles. Ça, c'est très important et c'est ce qui va permettre à l'Afrique soit de vraiment décoller, soit de stagner. Mais ça, c'est un autre débat, c'est pas le but, aujourd'hui.
L'autre nouvelle, c'est ça, c'est Boris Johnson, premier ministre britannique. Alors Boris Johnson, c'est le papa du Brexit. C'est la personne qui a dit, voilà, nous, on n'a pas besoin d'être avec l'Europe, on peut prendre notre indépendance, etc. Et c'est lui qui a créé finalement, ou du moins ça a été l'un des artisans du Brexit. Alors pourquoi le gars, il a été forcé de démissionner? Bon, il y a eu plein de scandales. Il y a eu plein de scandales. On l'avait vu, on a vu cette fameuse vidéo durant le Covid où Boris Johnson était en train de faire la fête et tout, alors qu'ils imposaient aux Britanniques de porter. Bref, la politique dans toute sa splendeur. Et Boris Johnson, c'est probablement l'un des plus beaux spécimens. C'est-à-dire que le gars, il dit, voilà, ne faites pas ça, mais moi je le fais. Il a menti. Par exemple, l'un de ses ministres, apparemment, était impliqué dans voilà, des affaires de mœurs, dans voilà, scandales sexuels, etc. Et Boris Johnson a dit, ah, j'étais pas au courant. Mais en fait, si, si, il était au courant. Et donc, en fait, plein de ministres, 50 ministres britanniques, bravo. J'aime beaucoup les Britanniques au sens où il faut le faire. T'es ministre et tu démissionnes, eh ben bravo. Ça prouve que il y a vraiment cet état d'esprit de, oui, voilà, on défend des idées, on n'est pas là que pour faire de la politique. Et je dirais que c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire finalement que ce sont les ministres de Boris Johnson qui ont démissionné et qui l'ont forcé à démissionner, qui l'ont dit, bon, arrête tes conneries, t'as menti, t'as fait plein de choses qui ne sont pas correctes, on démissionne. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a quand même de l'espoir dans le monde politique. Et donc, les Britanniques en ont eu assez et ils ont viré ce ministre. Alors, l'autre truc, en France, Elisabeth Borne. Je ne sais pas si vous avez regardé son discours. Waouh! Bah, en tout cas, bravo, hein. Bravo parce qu'il fallait avoir un courage. Du début à la fin de son discours, elle a été huée. Huée, c'est-à-dire du début à la fin de son discours. Donc, les gars, ils se sont lâchés. Elle ne pouvait pas placer un mot. Mais elle est restée impassible, d'accord? Ça se voit que c'est une polytechnicienne, elle est restée, voilà, vraiment bravo, elle était focus. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que j'ai regardé ça et je me suis dit, waouh, quand même, je sais pas si j'aurais pu garder un tel sang-froid. Mais en tout cas, elle est restée, elle a prononcé son discours, elle a fait du storytelling parce que c'est vrai qu'elle paraît austère, elle paraît froide, c'est une polytechnicienne, c'est une technocrate, c'est quelqu'un qui était l'ancienne, je pense, DG ou PDG de la RATP. Donc voilà, c'est une femme de dossier, une femme compétente probablement, d'accord? Mais il faut parler au peuple. Et donc, c'est marrant parce qu'à un certain moment, elle a fait du storytelling. Elle a commencé à parler de son enfance, du fait qu'elle n'a pas connu son père. Et c'était sympa parce qu'elle a mis un peu d'humanité dans un discours qui était très froid. Mais clairement, ça n'augure rien de bon. C'est-à-dire que quand j'ai vu ce discours, je me suis dit, waouh, 5 années comme ça va être 5 années, c'est la folie. C'est-à-dire, j'ai presque envie de dire, il vaut mieux soit démissionner, soit arrêter parce que ça ne va rien donner. Et 5 années, c'est beaucoup au niveau d'un pays. Donc, j'espère qu'il y aura une solution. Mais ça nous amène à ce que je disais précédemment. En fait, il y a un vrai rejet de la politique traditionnelle. Le taux d'abstention est record, il est très élevé dans le monde entier et il y a une confiance aujourd'hui, moins les gens n'ont plus confiance dans les hommes politiques. Les gens pensent que les hommes politiques sont là juste pour gagner de l'argent, pour travailler pour les grands intérêts, pour les grands lobbies, mais que les hommes politiques ne sont pas là pour eux. Et pourquoi? Parce que les inégalités sont explosives, parce que, et c'est le discours un peu de la France insoumise et d'autres, c'est de dire, regardez, les riches sont devenus très très riches, mais ils sont devenus très riches grâce à la bourse. Parce qu'il y a eu, c'est pas grâce à Macron ou grâce à Biden c'est parce qu'il y a eu énormément d'argent injecté dans l'économie. Cet argent, bah, il a été placé en bourse et ça a fait flamber la bourse et ça a enrichi les plus riches. C'est comme ça. C'est pas les riches qui ont demandé, c'est clair que ça leur est tombé dessus. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un qui est un homme politique, eh ben, il va profiter de ça et va dire, regardez,
les gens riches se sont enrichis, c'est contre vous, donc il faut leur taper dessus. Mais on sent que le problème est bien plus profond, ça c'est de la politique politicienne. Moi, je suis pas un politicien, mais le problème est bien plus profond. Maintenant, est-ce qu'on peut parler d'un grand reset? Parce que c'est ça. Et en fait, il y a parmi vous des gens qui y croient. OK. Il y a parmi vous des gens qui se disent il y a probablement des gens qui tirent les ficelles, mais voilà, il y a des hommes politiques qui sont là quand même pour le bien commun. Il y a pas que de la manipulation, il y a pas que des méchants, il y a pas que voilà, il y a un juste milieu. Il y a des hommes politiques qui sont bien sûr comme ça, mais c'est pas la grande majorité. Heu et puis il y a des gens qui t'expliquent, «Regardez le grand reset, le bouquin». Non, non, le grand bouquin, il y a pas ça. Mais dans ce bouquin, en fait, il parle de l'évolution de l'économie, de ce qui va arriver et cetera et je ne pense pas que tout ce qui est arrive aujourd'hui a été planifié, genre le covid, genre ceci, genre cela. OK. Moi, je pense que le problème est bien plus profond, bien plus structurel. Je pense que le Covid, il a juste accéléré les choses. Je pense que la crise actuelle a accéléré les choses. C'est-à-dire que tout le monde était en train de prier, d'espérer que ça s'arrange, mais en fait, ça va pas s'arranger d'un coup de baguette magique. Il faut vraiment un travail de longue haleine, un travail profond, etc., pour avoir un changement et pour avoir un sursaut sur un plan économique. C'est pas quelque chose, tu claques des doigts et tu vas y arriver. Et ma conviction, c'est ce qui arrive aujourd'hui ne me surprend pas du tout. Et pas besoin de théorie du complot, de grand reset. Je sais pas, j'avais écrit un bouquin en 2009, j'en parlais déjà. Les grands équilibres, les retraites, les inégalités, c'est-à-dire tout ça, c'était pas voulu, c'était juste logique. C'était juste logique. Sauf que les gens aujourd'hui, c'est très bien, et surtout quand tu es un homme politique, c'est très bien de dire attention, le grand reset, attention, le complot, non, non, c'est juste de l'économie basique. Et je vais vous expliquer tout ça de manière assez simple. Donc, est-ce qu'il y a des hommes de l'ombre qui tirent les ficelles? Probablement. Maintenant, je pense qu'on est en train de vivre un mouvement naturel sur un plan de l'histoire économique. Rappelez-vous, l'Égypte, Rome, les Grecs, le monde arabe, les Perses, la Chine, d'accord? Et à chaque fois, l'Inde. Et à chaque fois, on a eu un changement. À chaque fois, il y avait une économie qui dominait, puis une deuxième économie, puis une troisième économie. Sur un plan histoire économique, on ne peut pas dire qu'il y a eu de grands resets. C'est juste la marche normale du monde. Ça a toujours été comme ça. Et ça ne va pas changer aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'histoire, on a des économies qui étaient dominantes, hein, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, la France, la Grande-Bretagne, l'Empire britannique. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Il y a eu à chaque fois des puissances qui ont dominé le monde et à chaque fois, ces puissances ont ensuite été challengées par d'autres puissances. Donc aujourd'hui, on est juste en train d'assister à un changement de puissance ou de leadership au niveau mondial. Et c'est dans ces phases de changement que les choses deviennent très compliquées. Et je vous avais parlé du bouquin Le Nouvel Ordre Mondial de Ray Dalio, qui décrit très bien ce changement qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre ce changement. Et moi, encore une fois, ça ne m'étonne pas ce qu'on est en train de vivre. Alors, j'ai résumé ici pour vous les points qui font que une économie va rester prospère. Premièrement, la démographie. Un pays dont la population décline ne va pas rester au premier plan. Alors, bien sûr, il peut se maintenir, le Japon, l'exemple, il peut se maintenir, mais il ne va pas rester longtemps leader. D'accord? Et la Chine, tout le monde se foutait de la Chine, mais la Chine, l'un des aspects les plus importants de sa domination, bah, c'est sa démographie. La démographie, ça permet également d'avoir un marché intérieur. Si les Chinois, on leur dit: «OK, on n'a pas besoin de vous», ils vont: «OK, nous, on n'a pas besoin de vous. Nous, on a notre marché intérieur». Et un exemple concret, L'Oréal. L'Oréal, c'est une boîte très connue, très célèbre, dans la mode et cetera. Et ben, les ventes de L'Oréal en Asie dépassent les ventes de L'Oréal en Europe. D'accord? Et on voit bien que, regardez,
l'économie chinoise. Et donc, effectivement, L'Oréal gagne plus d'argent avec l'Asie qu'avec l'Europe. Et c'est la première fois, mais ça va être de plus en plus. Donc, si on attaque la Chine, on lui dit, eh oh, les Chinois, on n'a pas besoin de travailler avec vous, etc. Ben, les Chinois, ils vont dire, OK, ben, vous faites plus de business avec nous, on n'a pas besoin de vous. Et ça, les amis, eh ben, c'était inimaginable avant. Aujourd'hui, c'est la réalité. C'est la réalité. On ne l'a pas vu venir, mais c'est la réalité. C'est devenu la nouvelle réalité mondiale. Donc, deuxième aspect, une bonne gestion du pays avec une dette qui est bien gérée, des prélèvements obligatoires acceptables, c'est-à-dire les impôts, un déficit public faible. Bon, on est bien d'accord que la France, c'est pas le cas, l'Italie, c'est pas le cas. L'Allemagne, pour le moment, gère bien, mais jusqu'à quand? Et l'Allemagne va devoir également subir la gestion moyenne d'autres pays européens. De très bonnes infrastructures, routes, autoroutes, etc. Système éducatif, système de santé, une recherche et une innovation de pointe. Très important. Euh, on voit l'Europe qui a perdu du terrain face aux États-Unis. Moi, je me souviens qu'il y avait, dès les débuts des années 2000, on parlait de l'économie de la connaissance. On en parlait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on parlait déjà de l'économie de la connaissance pour l'Europe. On disait qu'il fallait mettre un budget de recherche, que si on ne voulait pas perdre du terrain par rapport aux États-Unis, il fallait miser sur l'économie de la connaissance, blablabli, blablabla. C'était le discours dominant à l'époque. 20 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on n'a pas de Google, on n'a pas de Facebook, on n'a pas d'Apple, etc. Et l'Europe a perdu du terrain par rapport aux États-Unis. Donc, recherche et une innovation de pointe, ça veut dire également, et je le mets ici, attirer les meilleurs cerveaux de la planète parce que il y a aujourd'hui une bataille pour les cerveaux. Une bataille pour les cerveaux. Et si l'Europe se ouais, non, on n'a pas besoin de vous, restez chez vous, etc. Vous savez quoi? Ben, ils vont aller aux États-Unis, ils vont aller ailleurs. Et c'est ce que, je ne sais pas moi, il y a un truc qui m'a marqué. Récemment, on a un Français qui a gagné la médaille Fields. Alors, il a fait normal sup, et tout le monde a dit bravo, super, l'excellence de la recherche française, blablabli, blabla. Sauf que le mec, il enseigne où, le mec? Université de Genève, les amis. Regardez ici. 2003-2005, préparatoire, classe prépa, Louis le Grand, master, l'école normale supérieure, agrégation de mathématiques. Et puis ensuite, regardez, juste après, 2008-2012, doctorat à l'Université de Genève, professeur à l'Université de Genève. Et là, il est professeur à l'Université de Genève. Donc, les gars qui me disent, ouais, super, blablabli, blablabla, ben, le gars, en fait, il est parti en Suisse. Pourquoi? Parce qu'ils attirent les cerveaux, parce qu'ils vont le payer beaucoup plus qu'en France. En France, un gars comme ça, ils vont le payer, voilà, et puis ils vont lui dire, écoute, estime-toi heureux, on va pas trop te payer, etc. Donc, les cerveaux, ils se cassent. Un autre exemple, prix Nobel d'économie, Esther Duflo, elle est où? Elle est au MIT, aux États-Unis. Donc, encore une fois, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est juste réaliste. Si tu n'attires pas ces cerveaux, mais tu ne les gardes pas, c'est-à-dire tu les formes, Esther Duflo, idem, même parcours. Sauf qu'elle a fait une agrégation d'économie. Normal sup, agrégation d'économie. Donc, et les gens qui te critiquent Normal sup, désolé, mais voilà. Normal sup, agrégation d'économie, États-Unis. Normal sup, agrégation de mathématiques, Suisse. Et donc, on voit bien que c'est pas tout de former les gens. Il faut les garder. Mais comment les garder? Ben, en les payant. Pourquoi? Moi, je sais pas, je suis pas Hugo, je le connais pas. Probablement que c'est un mec super sympa. Mais pourquoi il est allé en Suisse? Ah oui, mais les conditions là. Non, non, non. Il est mieux payé. Il est mieux considéré. Il a plus d'avantages. C'est basique, c'est simple et c'est normal. C'est normal. Le mec, il va bosser, etc. On va lui offrir de meilleurs. Mais tout ça, clairement, ça a été payé par la France. C'est clair. Mais c'est un brain drain, c'est une fuite des cerveaux. Et malheureusement, ce n'est pas bon signe. Et donc, clairement, attirer les cerveaux.
Pourquoi les États-Unis, ils attirent les cerveaux? Pourquoi la Suisse attire les cerveaux? Il faut se poser les bonnes questions. Et c'est clairement une stratégie à long terme. Mais ça passe par mieux rémunérer, valoriser, avoir voilà, c'est vraiment pas mal de choses qu'il faut mettre en place. Donc ensuite, attirer les capitaux. Voilà, les startups, ils vont pas aller vers un pays où, d'accord, ils vont aller là où ça se passe. Une excellente productivité. Les gens, ils doivent bosser efficacement. Les 35 heures, ça a été une énorme catastrophe. Et je le dis et je le pense. Et puis ensuite, voilà, le système ne s'est jamais, comment dirais-je, rétabli après finalement cette politique qui a eu, voilà, qui a eu des conséquences désastreuses. Et enfin, une vision d'avenir. Donc, vous voyez un peu les critères qu'il faut pour qu'un pays ou une nation puisse réussir. Alors, bien évidemment, voilà, j'ai donné mes critères, ça ne représente pas tout, mais voilà, il y a quand même les grandes lignes si vous voulez qu'une nation soit puissante économiquement. Maintenant, voilà, ça c'est très important. Il faut faire un parallèle qu'on prend, on parle d'un pays, d'une nation, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais non, mais ça n'a rien à voir avec un individu, ça n'a rien à voir avec une entreprise. Non, ça a tout à voir. C'est-à-dire que ce que fait une personne, d'accord, c'est ce que vont faire les autres personnes. On parlait du Japon. Le Japon, c'est un pays qui a été détruit après la Deuxième Guerre mondiale. Mais la culture japonaise, voilà, cette volonté de progresser, de s'améliorer, etc., explique qu'un pays qui était totalement détruit, il y a eu quand même des bombes atomiques, il y a eu je ne sais combien de personnes mortes, il y a eu un pays qui était ravagé. Comment ce pays a pu se reconstruire et devenir la deuxième puissance économique de la planète? Parce que derrière, il y avait une vraie culture du travail, de l'humilité, voilà, ça a été ce que l'on appelle un miracle japonais. Et on a eu également le miracle allemand. Donc, c'est la même chose qu'avec un individu. Un pays, c'est comme un individu. Sauf que, voilà, c'est un pays, c'est la somme voilà, de plusieurs individualités. Mais il y a quand même une culture, il y a une vision, il y a un cap. D'accord? Et ça, c'est un petit peu, si vous voulez, ça, c'est les ingrédients. D'accord? Et ça, c'est la clé du succès. Et la clé du succès, c'est qu'un pays doit apprendre à se remettre en question. Un pays doit s'améliorer en permanence. Un pays doit sortir de sa zone de confort. Un pays ne doit pas, voilà, se dire, bah, on est éternel ou non. Aucun pays, aucune puissance n'est éternelle. Et je pense que pour moi, c'est véritablement là la raison de la crise actuelle. C'est que ces pays se sont reposés sur leurs lauriers, n'ont pas, et des hommes politiques n'ont pas eu le courage de mettre en place certaines politiques, que les gens également ont considéré que l'État était capable de tout, d'accord? Que l'État était la réponse, la solution à tous les problèmes. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. L'État facilite, favorise, aide, mais c'est pas l'État qui va créer un Facebook ou un Google ou vous voyez ce que je veux dire? Ou un Apple. Steve Jobs, mais Steve Jobs a eu la chance d'être aux États-Unis. Elon Musk a eu la chance d'être aux États-Unis. Warren Buffett, il le dit. Il dit, c'est quoi le secret de ma réussite? Avoir de bons gènes. Bon, il se trouve qu'il est intelligent. Et il dit être né aux États-Unis. Vous voyez ici, il dit, c'est quoi? Il y a un YouTuber américain, Lewis Howes, qui a posé la question et Warren Buffett, il a répondu le fait d'habiter aux États-Unis, ok, parce qu'il y avait de grandes opportunités, le fait d'avoir de bons gènes et le fait de vivre longtemps, ce qui m'a permis de vivre longtemps, mais moi, pour moi, je le voyais plus, il est intelligent le mec, mais vous voyez l'humilité de Warren Buffett, bravo. Et les rendements composés, c'est-à-dire la bourse à long terme te permet effectivement de faire capitaliser ton argent. Vous voyez, trois secrets. Trois secrets. Et c'est ça. Et en fait, il faut que les pays comprennent ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une guerre pour attirer les cerveaux au niveau mondial. Il y a une économie mondiale qui est en train
de complètement changer. Et ça ne veut pas dire que c'est trop tard, ça ne veut pas dire que c'est foutu, mais ça veut dire qu'il faut vraiment revenir sur les fondamentaux, sur les bases. Qu'est-ce qui permet à un pays de réussir? Et le problème, c'est que beaucoup d'hommes politiques, ne vont pas mettre en place tout ça et qu'il faut une éducation au niveau d'un pays. Mais les gens, quand tu vois les inégalités qui sont explosives, quand tu vois que la vie, elle est dure, quand tu n'es pas prêt à accepter les sacrifices, on est d'accord. Il y a très peu de gens qui sont prêts à accepter les sacrifices. Mais le problème, c'est qu'en n'acceptant pas les sacrifices aujourd'hui, ben, on crée la défaite de demain. C'est malheureux. Et je reviens sur le parallèle avec le monde du sport. Un champion ne reste pas champion éternel. Regardez, les grandes équipes de foot, elles vont gagner quelques... Et après, et en fait, c'est vraiment le même parallèle qu'il faut effectuer avec un pays. Un pays ne reste pas au top niveau en permanence si tout ce que je viens de dire n'est pas respecté et si on n'a pas une vision long terme et si on n'entraîne pas tout le monde dans cette vision. Or, aujourd'hui, les gens, chacun finalement vise ses intérêts et on peut le comprendre, mais c'est pas comme ça qu'on peut créer une grande économie. J'espère, les amis, que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, voilà, vos critiques, il n'y a aucun souci. Moi, encore une fois, j'aime bien être pragmatique, rationnel. Quand j'expose, j'aime pas voilà, tomber dans le piège de la théorie du complot, etc. Je pense que tout peut s'expliquer de manière logique et rationnelle, d'accord? Et c'est ce que j'essaie de faire. Maintenant, bien évidemment, il y a des gens qui n'y croient pas, qui sont pas sur la même... Mais le problème, encore une fois, et je vais vous le dire, plus tu tombes dans le piège de la théorie du complot, plus tu es impuissant. Pourquoi? Parce que, en fait, tu te dis, quoi que je fasse, ce sera impossible de réussir puisque tout est voulu dès le départ. Tout est calculé dès le départ. Et c'était mon raisonnement avant. Avant, je me disais, ouais, toutes les manières, je ne peux pas réussir parce que. Ben, je vous dis, j'ai eu tous les problèmes, voilà. Alors, encore une fois, je ne suis pas le plus malheureux, etc. Mais quand même, j'ai bien galéré dans ma vie. Mais ça ne m'a pas empêché d'atteindre des résultats, d'exercer ma passion, d'apporter de la valeur à mon niveau. Et je pense vraiment apporter de la valeur. Je pense que la chaîne YouTube, on a 410 000 abonnés, qu'il y a beaucoup de gens qui me remercient pour le travail qu'on fait. Mais derrière, il y a eu un gros sacrifice. Et je pense que, en fait, il faut vraiment comprendre qu'on ne peut pas obtenir quelque chose si derrière, on n'accepte pas de faire des sacrifices. Et que si aujourd'hui, on ne veut pas souffrir, on ne veut pas se sacrifier, il n'y a pas de souci. Mais il faut accepter également les conséquences de sa faible discipline. Et on prend le cas, par exemple, je ne sais pas, et je vais vraiment... je pense que ça, c'est très important pour comprendre un pays. Dans un pays, si une personne, par exemple, a très peu de discipline, elle ne fait pas de sport, elle mange mal, cette personne, elle ne va pas perdre de poids, elle ne va pas avoir... Mais inversement, une personne qui est disciplinée, elle va avoir des résultats. Ben, la discipline qui s'applique à un individu s'applique également à un État. Et ce que je trouve dommage aujourd'hui dans la politique, c'est que les hommes politiques sont intelligents, ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ne vont pas vous le dire parce que ce n'est pas intéressant pour eux. Merci infiniment les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!